Les cloches de Lyon résonnaient dans l'air glacial de janvier 1635, leur son métallique se mêlant aux cris des marchands qui vendaient leurs dernières provisions avant la tombée de la nuit. Dans une petite maison de pierre aux murs noircis par la suie, située dans le quartier des apothicaires, près de la Saône, Marie Fournier observait son époux agonisant avec une expression que l'on pourrait confondre avec de la compassion. Pierre Fournier, marchand prospère de soieries et d'épices orientales, gisait sur leur lit matrimonial, le visage cireux et les lèvres teintées d'une couleur violacée inquiétante. Ses mains tremblaient violemment, tandis qu'il tentait de porter à sa bouche la tisane que sa dévouée épouse lui préparait 3 fois par jour depuis plus d'1 mois. « Marie, ma douce Marie !» murmura-t-il d'une voix rauque, ses yeux injectés de sang fixant le plafond aux poutres apparentes. « Cette maladie, elle me consume de l'intérieur. J'ai l'impression que mes entrailles brûlent comme les flammes de l'enfer. » Marie s'approcha du lit, portant délicatement un bol fumant entre ses mains fines. À 35 ans, elle possédait encore cette beauté discrète qui avait séduit Pierre 15 années plus tôt. Des cheveux châtains soigneusement tressés sous sa coiffe blanche, des yeux noisettes qui semblaient refléter une profonde mélancolie, et cette pâleur aristocratique tant prisée par les dames de qualité. « Buvez ceci, mon époux, » dit-elle d'une voix douce comme le miel. « Cette décoction de racines de gentiane et de feuilles de saule devrait apaiser vos souffrances. Mon père, que Dieu ait son âme, me l'a enseigné avant sa mort. » Pierre porta le bol à ses lèvres avec difficulté. Le liquide brunâtre avait un goût amer, légèrement métallique, mais la promesse de soulagement l'encourageait à l'avaler entièrement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette tisane contenait une dose soigneusement calculée d'arsenic blanc, extrait de minéral, que Marie achetait discrètement à un apothicaire complice du quartier de Saint-Jean. « Voilà, reposez-vous maintenant, » murmura-t-elle en caressant le front moite de son mari. « Demain, vous vous sentirez mieux. » Mais Pierre Fournier ne verrait pas le lever du soleil suivant. Vers 3 heures du matin, alors que les rues de Lyon étaient plongées dans un silence de mort, il rendit son dernier souffle dans un râle atroce, ses membres convulsés par les spasmes de l'agonie. Marie, assise à son chevet, récitait des prières latines d'une voix monotone, ses doigts égrenant consciencieusement son chapelet en bois d'ébène. Lorsque les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les volets clos, Marie poussa un cri déchirant qui alerta tout le voisinage. Les femmes des maisons adjacentes accoururent, trouvant la jeune veuve effondrée sur le corps de son époux, ses larmes coulant abondamment sur sa chemise de nuit blanche. « Mon Dieu, mon pauvre Pierre !» sanglotait-elle. « Cette fièvre maudite l'a emporté. Que vais-je devenir sans lui ?» Maître Corneille, l'apothicaire de la rue Mercière qui avait soigné Pierre durant sa maladie, arriva peu après accompagné du père Mathieu, curé de la paroisse Sainte-Croix. Tous deux examinèrent le défunt avec gravité. Cette épidémie de fièvre putride fait des ravages dans toute la région, déclara l'apothicaire en secouant la tête. J'ai perdu 3 patients cette semaine seulement. Les humeurs corrompues de ce terrible hiver ont affaibli les organismes. Le prêtre traça un signe de croix sur le front du mort avant de se tourner vers Marie. « Ma fille, votre époux était un homme pieux et généreux. Le Seigneur l'a rappelé à lui pour qu'il rejoigne le royaume des cieux. Vous devez trouver la force de continuer, car telle est la volonté divine. » Marie hocha la tête entre ses sanglots, acceptant les condoléances des voisines qui lui apportèrent déjà des plats cuisinés et des mots de réconfort. Cependant, derrière son masque de douleur parfaitement orchestré, son esprit calculait déjà les détails de sa nouvelle vie. Les funérailles de Pierre Fournier eurent lieu 3 jours plus tard, dans la cathédrale Saint-Jean, en présence de la bourgeoisie lyonnaise et des confrères marchands du défunt. Marie, vêtue de noir de la tête aux pieds, suivait le cercueil avec une dignité remarquable, acceptant les hommages et les promesses d'aide avec une grâce touchante. Ce que l'assistance ne savait pas, c'est que cette jeune veuve apparemment fragile avait méticuleusement planifié la mort de son époux depuis plus de 6 mois. Pierre,
malgré ses dehors respectables, était un homme violent qui battait régulièrement sa femme lorsqu'il rentrait ivre des tavernes du port fluvial. Il la forçait également à subir ses assauts brutaux plusieurs fois par semaine, la menaçant de la répudier si elle ne lui donnait pas d'héritier mâle. Marie avait perdu 3 enfants en bas âge, des fausses couches qu'elle attribuait secrètement aux coups répétés de son époux. La dernière, une petite fille qu'elle avait portée 7 mois, était née morte en 1634, après une nuit particulièrement violente où Pierre l'avait frappée au ventre avec ses poings. Cette perte avait brisé quelque chose en elle, transformant sa résignation chrétienne en une froide détermination de vengeance. Durant les mois qui suivirent cette tragédie, Marie avait discrètement questionné son père adoptif, maître Jean Lacroix, apothicaire réputé du quartier Saint-Paul, sur les propriétés de diverses substances. Elle prétextait vouloir mieux comprendre les remèdes qu'elle préparait pour les femmes du voisinage, une activité charitable, tout à fait convenable pour une épouse de marchand. Le vieil homme, flatté par l'intérêt de sa fille pour son art, lui avait enseigné les secrets des poisons minéraux et végétaux, sans se douter qu'il formait une meurtrière. Marie apprit ainsi que l'arsenic blanc, mélangé à de petites doses d'antimoine et d'extrait de jusquiam, pouvait provoquer des symptômes identiques à ceux de la peste ou du typhus, maladie courante dans les grandes cités marchandes. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Après l'enterrement, Marie hérita de la fortune considérable de son époux. 3 maisons de rapport dans le centre de Lyon, un entrepôt près du port de la Saône et une somme de 1000 écus d'or cachés dans un coffre-fort secret. Pour la première fois depuis son mariage arrangé à l'âge de 20 ans, elle était libre. Libre, mais prudente. Marie comprenait qu'une veuve fortunée attirerait rapidement de nouveaux prétendants, et que sa beauté encore éclatante ne passerait pas inaperçue. Elle devait quitter Lyon avant que sa réputation de femme disponible n'attire des soupirants indésirables ou que son passé ne soit scruté de trop près. 3 mois après la mort de Pierre, au printemps 1635, Marie vendit discrètement ses biens lyonnais par l'intermédiaire d'un notaire discret. Elle prétexta vouloir se retirer dans un couvent parisien pour pleurer son époux, une décision que tous approuvèrent comme le témoignage d'une piété exemplaire. En réalité, Marie Fournier avait déjà choisi sa destination. Paris, cette capitale bouillonnante où les intrigues de cour masquaient 1000 secrets, où une femme intelligente pouvait disparaître dans la foule anonyme des rues tortueuses, et où ses talents particuliers trouveraient bientôt un marché plus lucratif qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Le carrosse qui l'emmenait vers la capitale cahota pendant 4 jours sur les routes défoncées du royaume. Marie, assise contre les coussins de velours rouge, regardait défiler les paysages de France avec un sourire imperceptible. Dans sa malle de voyage, soigneusement dissimulée parmi ses robes de deuil et ses livres de prière, se trouvait un petit coffret en bois de rose contenant ses plus précieux trésors, des fioles de verre contenant de l'arsenic pur, de l'antimoine en poudre et des extraits concentrés de plantes vénéneuses qu'elle avait minutieusement préparés. Paris l'attendait, et avec elle, des centaines de femmes désespérées qui auraient bientôt besoin de ses services particuliers. Paris, au printemps 1635, offrait un spectacle saisissant de contrastes. Alors que les carrosses dorés des courtisans filaient sur les pavés neufs du Louvre vers les jardins des Tuileries, les ruelles infectes du faubourg Saint-Antoine grouillaient de miséreux, de prostituées et de criminels de toutes sortes. C'est dans ce dédale urbain que Marie Fournier choisit d'établir sa nouvelle existence, loin des quartiers bourgeois, où sa beauté et sa fortune auraient attiré trop d'attention. Elle loua un logement modeste, rue de la Mortellerie, dans le quartier du Marais. Une maison à colombage de 3 étages dont le rez-de-chaussée abritait autrefois une échoppe de mercier. L'endroit était parfait. Suffisamment discret pour passer inaperçu, mais assez central pour recevoir une clientèle variée. Marie transforma rapidement les lieux en un cabinet de consultation où elle se présenta comme Madame Margot, veuve d'un apothicaire provincial spécialisé dans les remèdes féminins. La décoration qu'elle choisit était d'une simplicité calculée.
Des meubles en chêne sombre, des tapisseries aux motifs religieux et surtout une impressionnante collection de bocaux en verre contenant des herbes séchées, des racines exotiques et des poudres colorées. Un large crucifix en bronze dominait la pièce principale, donnant à l'ensemble une atmosphère de respectabilité pieuse qui rassurait les visiteuses les plus méfiantes. Marie avait soigneusement étudié sa nouvelle identité. Margot Levasseur était née à Reims, avait appris l'art des simples auprès de son défunt époux et s'était installée à Paris pour fuir les souvenirs douloureux de sa province natale. Cette légende, répétée avec des variations subtiles, lui permit de tisser rapidement un réseau de relations dans le petit peuple parisien. Ses premières clientes furent des servantes du quartier, attirées par ses tarifs modestes et sa réputation naissante de guérisseuse efficace. Marie leur vendait d'authentiques remèdes contre les maux féminins, tisanes abortives à base d'ergot, de seigle pour les grossesses non désirées, onguents à l'alun de Rome pour resserrer les chairs intimes et diverses potions censées préserver ou restaurer la beauté. Mais très vite, elle comprit que sa véritable fortune viendrait d'une clientèle plus fortunée et plus désespérée. Les bourgeoises de Paris, emprisonnées dans des mariages arrangés avec des époux souvent brutaux ou infidèles, représentaient un marché considérable pour ses services particuliers. Le premier contact décisif eut lieu en juin 1635. Madame Gabrielle de Montcornet, épouse d'un riche drapier de la rue Saint-Denis, était venue consulter Marie pour un mal de matrice qui la faisait souffrir depuis des mois. Âgée d'une trentaine d'années, elle portait encore les traces de multiples ecchymoses mal dissimulées sous sa poudre de riz. « Madame Margot, lui dit-elle après avoir longuement hésité, on dit que vous savez guérir tous les maux féminins, même les plus difficiles. » Marie observa attentivement sa visiteuse. Le tremblement de ses mains, son regard fuyant, la manière dont elle sursautait au moindre bruit, trahissaient une femme terrifiée. Elle reconnaissait les signes, pour les avoir elle-même éprouvés durant son mariage avec Pierre. « Madame de Montcornet, répondit-elle d'une voix douce, mon art s'étend effectivement à tous les troubles qui peuvent affliger une femme, mais certains remèdes demandent une confiance absolue entre nous. » Gabrielle de Montcornet fondit en larmes. Entre ses sanglots entrecoupés, elle raconta l'enfer de sa vie conjugale. Un époux qui la battait régulièrement, la violait et menaçait de la tuer si elle tentait de le quitter. Plus grave encore, il avait tué leur dernier enfant en bas âge lors d'une crise de rage alcoolique, mais avait réussi à faire passer le meurtre pour un accident domestique. « Je ne peux plus supporter cette existence, » murmura-t-elle. « Mais le divorce est impossible, et si je fuis, il me retrouvera et me tuera. Je suis piégée dans cette union maudite jusqu'à ma mort, ou la sienne. » Marie garda le silence quelques instants, comme si elle réfléchissait profondément. En réalité, elle savait déjà quelle solution proposer, mais elle devait s'assurer de la détermination de sa cliente. « Madame, dit-elle finalement, il existe effectivement certaines herbes particulières qui peuvent libérer une femme de ses chaînes conjugales. Mais leur usage demande un courage et une discrétion absolue. » Les yeux de Gabrielle s'illuminèrent d'un espoir désespéré. « Vous voulez dire qu'il pourrait tomber malade? Mourir naturellement ?» Marie hocha lentement la tête. La nature offre parfois des solutions aux problèmes que les lois des hommes ne peuvent résoudre. Mais un tel remède coûte cher, très cher, et il ne doit jamais être utilisé à la légère. « Combien ?» demanda aussitôt Gabrielle. « 100 écus d'or, et votre serment sur les Saintes Écritures que vous ne révélerez jamais la source de votre libération. » C'était une fortune pour l'époque, l'équivalent de 2 années de gage pour un artisan qualifié. Mais pour Gabrielle de Montcornet, ce prix représentait la différence entre une vie d'enfer et la liberté. Elle accepta sans hésiter. Marie disparut dans son arrière-boutique et revint avec un petit flacon de verre bleu, pas plus gros qu'un pouce d'homme. Le liquide qu'il contenait était parfaitement transparent et inodore. « Ceci est de l'eau de succession », expliqua-t-elle avec solennité. 3 gouttes dans un verre de vin chaque soir pendant 1 semaine, votre époux développera progressivement les symptômes d'une fièvre putride. Au bout de 10 jours, il sera libéré de ses souffrances, et vous de sa tyrannie.
Gabrielle prit le flacon d'une main tremblante, comme si elle manipulait une relique sacrée. Et personne ne pourra soupçonner? Les médecins diagnostiqueront une peste intestinale ou un flux de ventre malin. Ces maladies sont courantes dans Paris, surtout en cette saison chaude. Veillez simplement à paraître une épouse dévouée jusqu'au bout. La transaction fut conclue dans le plus grand secret. Gabrielle de Montcornet repartit avec son poison, non sans avoir juré sur un crucifix de ne jamais révéler l'identité de sa bienfaitrice. 15 jours plus tard, Marie apprenait par les commérages du quartier que le drapier Pierre de Montcornet était mort dans d'atroces souffrances, victime d'une mystérieuse maladie qui l'avait rongé de l'intérieur. Sa veuve, héritière d'une fortune considérable, avait aussitôt annoncé son intention d'entrer au couvent, décision que tous saluèrent comme la preuve de sa dévotion conjugale. Mais 2 semaines après les funérailles, Gabrielle revint discrètement rue de la Mortellerie. Cette fois, ce n'était plus pour acheter un poison, mais pour recommander les services de Marie à 2 amis qui souffraient des mêmes tourments qu'elle avait endurés. Ainsi naquit le réseau clandestin qui allait faire de Marie Fournier la plus redoutable empoisonneuse de Paris. Chaque cliente satisfaite en amenait 2 nouvelles, toutes liées par le même secret mortel et la même reconnaissance éternelle envers celle qu'elles appelaient leur ange libérateur. En l'espace de 6 mois, Marie avait constitué une clientèle de près de 30 femmes issues de la bourgeoisie parisienne. Épouses maltraitées, filles forcées à des mariages répugnants, concubines délaissées, toutes trouvaient chez Madame Margot la solution finale à leurs problèmes conjugaux. Marie perfectionnait constamment ses méthodes. Elle développa plusieurs types de poisons adaptés aux circonstances. Le eau de succession, classique à base d'arsenic pour les empoisonnements lents, le élixir d'amour, au mercure pour les morts rapides qui devaient ressembler à des apoplexies, et sa création la plus raffinée, l'essence de veuvage, un mélange de champignons vénéneux et d'antimoine qui provoquait une agonie de plusieurs semaines, permettant aux épouses de jouer parfaitement leur rôle d'infirmières dévouées. Chaque préparation était accompagnée d'instructions précises sur les symptômes à simuler, les médecins à appeler et les comportements à adopter pour éviter tout soupçon. Marie avait transformé l'empoisonnement en un art véritable, où chaque détail était calculé pour garantir l'impunité de ses clientes. Mais ce qui distinguait vraiment Marie de vulgaires empoisonneuses, c'était sa compréhension psychologique des femmes qu'elle servait. Elle ne se contentait pas de vendre du poison. Elle offrait une écoute attentive, des conseils pratiques, et surtout une justification morale à leurs actes. « Mes chères filles, leur disait-elle lors de leur rencontre secrète, nous ne commettons pas de crimes. Nous ne faisons que rendre justice là où les lois des hommes ont échoué. Dieu lui-même nous a donné ses herbes pour corriger les injustices de ce monde. » Cette rhéologie de la libération féminine, mêlant références religieuses et philosophie pratique, séduisait des femmes éduquées qui n'auraient jamais accepté de se considérer comme de vulgaires meurtrières. Marie transformait ses clientes en héroïnes de leur propre existence, en combattantes d'une guerre secrète contre l'oppression masculine. Le succès de son entreprise lui permit de quitter son logis modeste de la rue de la Mortellerie pour s'installer dans un hôtel particulier de la rue des Rosiers, qu'elle aménagea avec un luxe discret mais raffiné. Elle engagea une servante muette, acheta des livres de médecine et de botanique pour parfaire ses connaissances et constitua un laboratoire secret dans les caves de sa demeure. À la fin de l'année 1635, Marie Fournier était devenue l'une des femmes les plus influentes du Paris souterrain, bien que son nom ne figurât sur aucune liste officielle. Son réseau s'étendait désormais aux milieux aristocratiques, des duchesses malheureuses, des comtesses répudiées, et même quelques dames de la cour qui vinrent la consulter sous de faux noms. Mais Marie savait que sa prospérité croissante attirait aussi l'attention. Les autorités ecclésiastiques et civiles commençaient à s'interroger sur cette épidémie de morts suspectes qui frappait les époux de la bourgeoisie parisienne.
Il était temps de raffiner encore ses méthodes et de recruter des complices pour assurer sa sécurité. L'empire du poison de Marie Fournier entrait dans sa phase la plus ambitieuse et la plus dangereuse. L'hiver 1638 s'abattit sur Paris avec une violence inouïe. Les rues de la capitale se transformèrent en rivières de boue glacée, tandis que la peste et le typhus décimaient les quartiers populaires. Dans cette atmosphère de mort et de désolation, l'activité de Marie Fournier prospérait comme jamais. Son hôtel particulier de la rue des Rosiers était devenu le cœur d'un réseau criminel d'une sophistication remarquable. Marie avait recruté plusieurs complices stratégiques. Maître Antoine Lebrun, notaire corrompu qui falsifiait les testaments, Catherine Monvoisin, sage-femme experte en avortement clandestin, et surtout le père Étienne Guibourg, prêtre défroqué qui célébrait des messes noires dans les catacombes de l'église Saint-Sulpice. Cette dernière association était particulièrement lucrative. Guibourg avait convaincu Marie que leurs activités prendraient une dimension quasi mystique si elles étaient accompagnées de rituels sataniques. Les clientes les plus fortunées payaient des sommes considérables pour assister à ces cérémonies où leurs futurs crimes étaient bénis par des invocations démoniaques. « Mes très chères sœurs », déclarait Marie lors de ses assemblées nocturnes, sa voix résonnant dans les cryptes humides éclairées par des chandelles noires, « nous ne sommes pas de simples meurtrières. Nous sommes les instruments de la justice divine, chargés de châtier les hommes qui oppriment nos sexes. » Ces messes noires se déroulaient selon un rituel précis que Marie avait mis au point. Les participantes, vêtues de robes sombres et le visage masqué, récitaient des prières blasphématoires inversées, pendant que Guibourg consacrait les fioles de poison sur un autel orné de symboles occultes. L'atmosphère théâtrale de ces cérémonies renforçait la cohésion du groupe et donnait aux participantes l'impression de participer à une croisade secrète contre la tyrannie masculine. Mais le véritable génie de Marie résidait dans sa capacité à adapter ses services aux besoins spécifiques de chaque cliente. Pour les bourgeoises traditionnelles, elle se présentait comme une guérisseuse pieuse, offrant des remèdes de dernière extrémité pour sauver leurs âmes de la damnation conjugale. Pour les aristocrates blasés de la cour, elle organisait ces messes noires qui flattaient leur goût pour les expériences interdites. Et pour les femmes du peuple, elle proposait des solutions plus directes et moins coûteuses. L'une de ses créations les plus diaboliques fut l'eau de jouvence, un poison à action retardée qui pouvait être administré des mois avant de produire ses effets. Cette invention révolutionnaire permettait aux épouses de créer des alibis parfaits. Elles pouvaient empoisonner leur mari, puis partir en pèlerinage ou rendre visite à de la famille pour revenir des semaines plus tard, découvrir avec une surprise parfaitement jouée la maladie mystérieuse qui rongeait leurs époux. Marie testait ses innovations sur des prisonniers achetés au geôlier de la conciergerie ou sur des mendiants attirés par la promesse d'un repas chaud. Ces expérimentations qu'elle menait dans son laboratoire secret lui permirent de développer une pharmacopée du meurtre d'une précision redoutable. Ses archives, soigneusement tenues, témoignent de l'ampleur de ses activités. Entre 1635 et 1640, elle documenta plus de 200 cas d'empoisonnement réussis, sans compter les tentatives avortées ou les clients qui renonçaient au dernier moment. Ces victimes appartenaient à toutes les couches de la société parisienne. Artisans prospères, bourgeois enrichis, petits nobles de province et même quelques grands seigneurs de la cour. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le cas le plus spectaculaire de cette période fut celui de Madame Françoise de Brinvilliers, jeune marquise dont le mari, colonel de cavalerie, la battait publiquement et dilapidait sa dot au jeu. Françoise était venue consulter Marie sur les conseils de sa belle-sœur, déjà cliente des services de l'empoisonneuse. « Madame Margot », lui confia-t-elle lors de leur première rencontre, « mon époux ne se contente pas de me brutaliser. Il menace de me tuer si je ne lui donne pas d'héritier mâle, mais ces violences répétées ont causé la mort de mes 3 derniers enfants en bas âge.
Je vis dans la terreur constante de ses colères. » Marie écouta attentivement le récit de la marquise, puis lui proposa une solution d'une audace inouïe. Plutôt qu'un simple empoisonnement, elle suggéra un plan complexe qui impliquerait plusieurs membres de la famille du colonel et permettrait à Françoise d'hériter non seulement de la fortune de son mari, mais aussi de celle de ses beaux-parents. Le plan s'étala sur 6 mois. Marie fournit à Françoise 3 types de poisons différents, un pour le marquis de Brinvilliers lui-même, un autre pour son père et un 3e pour son frère cadet, qui représentait une menace pour l'héritage. Chaque empoisonnement devait être espacé de plusieurs semaines et présenter des symptômes différents pour éviter les soupçons. L'opération débuta en mars 1640 par l'empoisonnement du marquis. Françoise administra quotidiennement à son époux de l'essence de veuvage dans son vin de Bordeaux préféré. En quelques jours, l'homme robuste commença à dépérir. Il souffrait de violentes douleurs abdominales, de vomissements incoercibles et d'une faiblesse extrême qui l'obligea à garder le lit. Françoise joua parfaitement son rôle d'épouse dévouée, appelant les meilleurs médecins de Paris et veillant jour et nuit, son époux mourant. Les praticiens diagnostiquèrent une inflammation des intestins causée par des humeurs corrompues, mal fréquents en cette saison pluvieuse. Après 3 semaines d'agonie, le marquis de Brinvilliers rendit son dernier souffle en présence de sa famille éplorée. Françoise, vêtue de noir et le visage baigné de larmes, reçut les condoléances de la haute société parisienne avec une dignité qui força l'admiration. Mais elle n'en resta pas là. 2 mois plus tard, ce fut au tour du père du défunt marquis, un vieux comte grabataire qui possédait un château en Normandie et des rentes considérables. Cette fois, Françoise utilisa l'élixir d'amour au mercure, qu'elle fit administrer par une servante complice. Le vieil homme mourut en quelques jours d'une attaque cérébrale foudroyante. Enfin, au début de l'automne, le frère cadet du marquis, dernier obstacle entre Françoise et l'héritage familial complet, succomba à son tour à un mal mystérieux qui présentait tous les symptômes de la peste. Cette fois, Marie avait utilisé son innovation la plus récente, un poison à base de champignons mortels qui reproduisait parfaitement les effets de la maladie bubonique. En moins d'1 an, Françoise de Brinvilliers était devenue l'une des femmes les plus riches de France, héritière de 3 fortunes considérables et propriétaire de vastes domaines. Elle versa à Marie une commission de 1000 écus d'or, somme astronomique qui témoignait de sa satisfaction. Mais ce succès spectaculaire eut des conséquences imprévues. Les morts successives de toute la famille Brinvilliers commencèrent à susciter des rumeurs dans les cercles aristocratiques. Bien que personne n'osât accuser directement la marquise veuve, les langues se déliaient dans les salons parisiens. Plus grave encore, l'attention de Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police de Paris, était désormais attirée par cette série de décès suspects. Cet homme incorruptible, nommé par Louis XIV, pour lutter contre la criminalité croissante de la capitale, commençait à établir des liens entre différentes affaires d'empoisonnement qui s'étaient multipliées depuis quelques années. Marie comprit qu'elle devait rapidement adapter sa stratégie. Son réseau était devenu trop visible, trop prospère. Il était temps de se montrer plus prudente, de réduire le nombre de ses interventions et de mieux protéger ses arrières. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait sceller son destin. Plutôt que de se contenter d'empoisonnements isolés, elle décida d'infiltrer directement les cercles du pouvoir royal. Les troubles de la Fronde, qui agitaient le royaume depuis 1648, offraient des opportunités inédites pour une femme de ses talents. Le cardinal Mazarin, premier ministre du jeune Louis XIV, était détesté par une large partie de la noblesse française. Les princes du sang, menés par le Grand Condé et la duchesse de Longueville, organisaient une véritable rébellion contre l'autorité royale. Dans cette guerre civile larvée, le poison devenait une arme politique de première importance. Marie reçut sa première commande politique en septembre 1640 de la part de Madame Anne de Gonzague, princesse palatine et conspiratrice notoire.
Cette dame de haute naissance, belle-sœur du grand Condé, cherchait un moyen discret d'éliminer plusieurs partisans de Mazarin qui entravaient les plans des frondeurs. Madame Margot, lui dit la princesse lors d'une rencontre secrète dans les jardins du Palais Royal, vos talents particuliers pourraient servir une cause plus noble que de simples querelles domestiques. La France a besoin de patriotes prêts à tous les sacrifices pour la libérer de la tyrannie étrangère. C'était là une révolution dans la carrière de Marie. Jusqu'alors, elle n'avait servi que des intérêts privés, des vengeances personnelles. Voilà qu'on lui proposait de mettre ses compétences au service de la grande politique du royaume. La princesse palatine lui fournit une liste de 6 noms, des financiers italiens proches de Mazarin, un ambassadeur espagnol et même un cardinal de curie romaine en visite à Paris. Tous devaient mourir dans des circonstances apparemment naturelles, mais selon un calendrier précis qui correspondait aux besoins stratégiques de la Fronde. Marie accepta cette mission avec un enthousiasme qu'elle-même ne s'expliquait pas entièrement. Pour la première fois de sa carrière criminelle, elle avait l'impression de servir une cause supérieure, de participer à l'histoire avec un grand H. Elle développa pour cette occasion ses préparations les plus sophistiquées. Le poison du patriote était un mélange de sa composition à base de ricin extrait de graines de ricin et de strychnine naturelle qui provoquait une mort ressemblant parfaitement à une crise cardiaque. L'élixir de liberté combinait arsenic et champignons hallucinogènes, causant une agonie délirante que les médecins attribuaient à la folie divine ou à la possession démoniaque. Les 6 empoisonnements s'étalèrent sur 8 mois, de l'automne 1640 au printemps 1641. Chaque mort fut un chef-d'œuvre de dissimulation. Le financier italien succomba à une fièvre de Naples lors d'un banquet officiel. L'ambassadeur espagnol mourut d'une apoplexie foudroyante en pleine négociation diplomatique, et le cardinal romain rendit l'âme en récitant ses prières du matin, victime d'une extase mystique qui lui brûla les entrailles. Ses succès valurent à Marie une reconnaissance dans les cercles les plus secrets de l'opposition nobiliaire. Elle devint l'arme secrète des conjurés, celle qu'on appelait quand les épées et les pistolets ne suffisaient plus. Mais cette ascension politique eut un coup terrible. En s'attaquant aux proches du pouvoir royal, Marie avait franchi une ligne rouge qui allait attirer sur elle l'attention des services secrets de Mazarin. Le cardinal, malgré sa position précaire, disposait d'un réseau d'espions efficace dirigé par Abel Servien, surintendant des finances et maître espion. De plus, le succès même de Marie commençait à susciter la jalousie de ses anciens complices. Le père Guibourg, en particulier, supportait mal de voir cette femme accaparer tous les profits de leurs activités communes. Il commença discrètement à prendre des contacts avec les autorités ecclésiastiques, préparant une dénonciation qui lui permettrait de sauver sa propre tête. Catherine, mon voisin, la sage-femme, était également inquiète de l'évolution des activités de Marie vers la haute politique. Ces empoisonnements de personnalités officielles risquaient d'attirer des représailles terribles sur tout le réseau. « Marie, lui dit-elle, lors d'une de leurs dernières rencontres, tu joues avec le feu. Mazarin n'est pas un bourgeois de province qu'on peut faire disparaître sans conséquence. Si on découvre que tu touches aux affaires d'État, nous finirons toutes sur l'échafaud. » Mais Marie, grisée par son pouvoir nouveau et les sommes considérables qu'elle gagnait, refusa d'écouter ces avertissements. Elle se croyait intouchable, protégée par la puissance de ses commanditaires aristocrates et l'efficacité de ses méthodes. C'était compter sans la détermination implacable de ses ennemis et sans la trahison qui se préparait dans son entourage le plus proche. L'année 1641 marquait l'apogée de l'empire criminel de Marie Fournier, mais aussi le début de sa chute inexorable vers l'abîme. L'été 1650 transforma Paris en une fournaise étouffante. Les ruelles pavées du Marais renvoyaient une chaleur accablante, tandis que l'odeur pestilentielle de la Seine se mêlait au miasme des égouts à ciel ouvert. Dans son hôtel particulier de la rue des Rosiers, Marie Fournier observait avec inquiétude l'évolution de la situation politique.
La Fronde avait atteint son paroxysme. Le jeune Louis XIV, âgé de seulement 12 ans, avait dû fuir Paris avec sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin, laissant la capitale aux mains des rebelles. Les barricades se dressaient au carrefour, les bourgeois s'armaient, et dans cette atmosphère de guerre civile, les activités de Marie prenaient une dimension nouvelle et terrifiante. Désormais, elle ne servait plus seulement des femmes désespérées ou des conspirateurs isolés. Son réseau était devenu un instrument de la guerre politique que se livraient les différentes factions. Chaque camp cherchait à éliminer les leaders adverses, et le poison était devenu l'arme de choix dans cette lutte souterraine. Cette évolution inquiétait profondément Marie, malgré les profits considérables qu'elle en tirait. Ses archives secrètes, dissimulées dans une cache aménagée sous les pavés de sa cave, témoignaient de l'ampleur terrifiante de ses activités. Plus de 300 empoisonnements réussis depuis 1635, dont une cinquantaine de personnalités politiques de premier plan. Mais ce qui la troublait le plus, c'était l'attitude changeante de ses complices les plus proches. Le père Guibourg était devenu nerveux et agressif, réclamant sans cesse davantage d'argent et menaçant de révéler leurs secrets si elle ne cédait pas à ses exigences. Catherine Monvoisin multipliait les absences et semblait éviter les rencontres du groupe. Quant à Maître Lebrun, le notaire corrompu, il avait mystérieusement disparu depuis plusieurs semaines. Ces temps troublés rendent tout le monde méfiant, se disait Marie en préparant ses poisons dans son laboratoire souterrain. Mais j'ai survécu à 15 années de ce métier. Je survivrai à cette crise aussi. Elle n'avait pas tort d'être prudente. À quelques rues de là, dans les bureaux du Châtelet, Nicolas de la Reynie étudiait minutieusement les rapports de ses agents. Le lieutenant général de police avait constitué un dossier volumineux sur les morts suspectes qui s'étaient multipliées depuis 15 ans dans la capitale. « Regardez ces chiffres, monsieur de Besmont », dit-il à son adjoint en désignant une carte de Paris où des épingles rouges marquaient les lieux des décès suspects. Nous avons recensé plus de 200 cas d'empoisonnement probables depuis 1635, et voyez comme il se concentre dans certains quartiers. Son doigt traçait un cercle autour du Marais, s'arrêtant particulièrement sur la rue des Rosiers. Toutes les enquêtes convergent vers ce secteur. Il y a forcément une organisation derrière ces crimes, une personne ou un groupe qui coordonne ces activités. La Reynie avait raison. Mais il ignorait encore l'identité précise de celle qu'il traquait. Ce qui allait précipiter la découverte, c'était la trahison de l'un des plus proches complices de Marie. Le père Étienne Guibourg, ronge par l'angoisse et la cupidité, avait pris contact avec l'Inquisition française. Cet ancien moine défroqué espérait sauver sa tête en dénonçant ses complices, tout en négociant une pension secrète en échange de ses révélations. Le 15 août 1650, jour de l'Assomption, Guibourg se rendit dans la cathédrale Notre-Dame pour rencontrer discrètement Monseigneur Jean-François de Gondi, coadjuteur de Paris et futur cardinal de Retz. Cet ecclésiastique ambitieux, bien qu'impliqué lui-même dans les intrigues de la Fronde, était aussi un fervent défenseur de l'orthodoxie religieuse. « Monseigneur », murmura Guibourg dans le confessionnal aux sculptures gothiques, « j'ai des révélations terrifiantes à vous faire sur un réseau satanique qui opère dans votre diocèse. » Gondi écouta avec un mélange de fascination et d'horreur le récit détaillé des activités de Marie Fournier. Les messes noires, les empoisonnements en série, l'infiltration des cercles politiques, tout y passa avec force, détails sordides. Cette femme diabolique, conclut Guibourg, a transformé Paris en un champ de bataille où le poison remplace l'épée. Elle prétend servir la cause des femmes opprimées, mais en réalité, elle sème la mort pour son seul profit. Gondi comprit immédiatement l'enjeu politique de ces révélations. En démantelant le réseau de Marie Fournier, il pourrait frapper simultanément ses ennemis de la Fronde qui utilisaient ses services, tout en se posant en défenseur de la morale chrétienne. « Mon fils, dit-il à Guibourg, votre repentir vous honore, mais de si graves accusations demandent des preuves tangibles. Pouvez-vous nous fournir les moyens de confondre cette créature démoniaque ?» Guibourg hocha la tête avec empressement. « Monseigneur, je connais tous ses secrets,
l'emplacement de son laboratoire, les noms de ses clientes, et surtout, l'existence de ses archives personnelles où elle consigne tous ses crimes. C'était exactement ce que cherchait Gondi. Ces archives seraient une mine d'informations compromettantes sur les personnalités impliquées dans les réseaux d'empoisonnement. Avec de tels documents entre ses mains, il pourrait changer l'équilibre des forces politiques en France. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Pendant ce temps, Marie sentait obscurément que l'étau se resserrait autour d'elle. Ses instincts de survie, aiguisés par 15 années de vie criminelle, lui soufflaient qu'un danger imminent la menaçait. Plusieurs indices troublants s'accumulaient, des clients habituels qui annulaient leurs rendez-vous, des regards fuyants dans la rue, et surtout le comportement de plus en plus étrange de Guibourg. Elle décida de prendre les devants et convoqua une réunion d'urgence de son cercle rapproché. Le rendez-vous fut fixé pour la nuit du 20 août, dans les catacombes de Saint-Sulpice, où ils avaient l'habitude de célébrer leur messe noire. Marie arriva la première dans la crypte humide, éclairée par quelques chandelles vacillantes. L'endroit, avec ses voûtes gothiques et ses tombeaux de pierre, avait toujours eu une atmosphère sinistre, mais ce soir-là, il lui semblait particulièrement oppressant. Catherine Monvoisin arriva ensuite, visiblement nerveuse. « Marie, » lui dit-elle en jetant des regards inquiets autour d'elle, « je crois que nous sommes surveillés. Mes voisines me posent des questions sur mes activités, et j'ai vu des hommes suspects rôder autour de mon logis. Moi aussi j'ai remarqué des choses étranges, » répondit Marie. « Mais où est Guibourg? Il devrait être là depuis longtemps. » Comme en réponse à sa question, des pas résonnèrent dans l'escalier de pierre qui menait aux catacombes. Mais au lieu du prêtre défroqué, c'est Nicolas de la Reynie qui apparut, accompagné d'une dizaine d'archers du guet royal. « Madame Marie Fournier, » déclara-t-il d'une voix ferme, « au nom du roi Louis XIV, vous êtes en état d'arrestation pour crimes d'empoisonnement, sorcellerie et haute trahison. » Marie sentit son sang se glacer. Comment la Reynie avait-il découvert leur repère secret? Comment connaissait-il son véritable nom? La réponse ne tarda pas à venir lorsque Guibourg apparut derrière les archers, évitant soigneusement de croiser le regard de ses anciennes complices. « Espèce de traître !» s'écria Catherine Monvoisin. « Tu nous as vendus !» Guibourg baissa la tête mais ne dit mot. Son silence était plus éloquent que tous les aveux. Marie, malgré le choc de la découverte, garda son sang-froid. Elle savait que cette arrestation ne signifiait pas forcément sa perte définitive. Elle disposait encore de certains atouts, ses puissants protecteurs aristocrates, ses secrets compromettants sur de nombreuses personnalités et surtout l'emplacement de ses archives que Guibourg ne connaissait pas précisément. « Monsieur de la Reynie, » dit-elle avec une dignité remarquable, « je ne sais de quoi vous m'accusez. Je suis une simple veuve qui gagne honnêtement sa vie en vendant des remèdes aux femmes de Paris. » Le lieutenant-général sourit froidement. « Madame, nous avons des témoignages détaillés sur vos activités criminelles. Mais si vous coopérez, si vous nous révélez l'identité de vos complices et l'emplacement de vos poisons, le roi pourrait se montrer clément. » Marie comprit qu'on lui proposait un marché. Ses connaissances valaient cher, très cher. Peut-être pourrait-elle encore s'en sortir en négociant habilement. Mais elle n'avait pas prévu la détermination implacable de ses ennemis, ni les méthodes que l'Inquisition était prête à employer pour lui arracher ses secrets. Son calvaire ne faisait que commencer. Les cachots de la Bastille, en septembre 1650, n'avaient rien à envier aux descriptions les plus terrifiantes de l'enfer de Dante. Dans sa cellule humide aux murs suintants, Marie Fournier gisait sur un lit de paille moisie, ses poignets entravés par de lourdes chaînes de fer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son arrestation, 3 semaines de torture psychologique et physique, qui avaient transformé cette femme autrefois altière en une ombre de ce qu'elle avait été. L'Inquisition française, dirigée par Monseigneur de Gondi, avait déployé contre elle tout l'arsenal de ses méthodes éprouvées. Privation de sommeil, jeûnes forcés, interrogatoires incessants. Tout était mis en œuvre pour briser sa résistance. Mais Marie tenait bon.
s'accrochant à l'espoir que ses puissants protecteurs finiraient par intervenir pour la sauver. Cet espoir s'effrita définitivement lorsqu'elle apprit que la princesse palatine Anne de Gonzague, sa principale commanditaire politique, avait été arrêtée à son tour et accusée de complot contre la sûreté de l'État. La chute de cette grande dame de la Fronde signifiait que le parti royal reprenait le dessus et que les protections aristocratiques de Marie s'évanouissaient une à une. Le 2 octobre 1650, Marie fut extraite de sa cellule pour être menée dans la salle d'interrogatoire du Grand Châtelet. Cette pièce sinistre, éclairée par quelques torches fumeuses, était dominée par un crucifix de bronze et les instruments de torture soigneusement alignés sur une table de chêne massif. Nicolas de la Reynie présidait cette séance décisive, assisté de 2 greffiers et d'un représentant de l'Inquisition, l'inquiétant père Dominique Lacroix, réputé pour sa science des âmes humaines et sa capacité à arracher les aveux les plus secrets. « Madame Fournier, commença la Reynie d'une voix grave, voici venue l'heure de la vérité. Nous possédons désormais assez de témoignages pour vous envoyer directement au bûcher, mais Sa Majesté, dans sa miséricorde infinie, est disposée à épargner votre vie si vous révélez l'intégralité de vos crimes et l'identité de tous vos complices. » Marie, malgré son épuisement, releva fièrement la tête. « Messieurs, je maintiens mon innocence. Je ne suis qu'une pauvre veuve qui... » Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Le père Lacroix avait fait un signe discret et 2 bourreaux s'approchèrent d'elle avec les brodequins, instruments de torture redoutables qui broyaient lentement les os des jambes. « Madame, dit l'inquisiteur d'une voix doucereuse, nous n'avons pas de temps à perdre en dénégations. Le père Guibourg nous a déjà tout révélé de vos messes noires et de vos empoisonnements. Nous savons que vous possédez des archives détaillées de vos crimes. Où les cachez-vous ? C'était le point crucial de l'interrogatoire. Ces archives, si elles tombaient entre les mains des autorités, compromettraient des dizaines de personnalités influentes et permettraient de démanteler tout le réseau d'empoisonnement qui gangrenait Paris. Marie ferma les yeux lorsque les brodequins enserrèrent ses chevilles. La douleur qui suivit fut atroce, mais elle serra les dents et ne dit mot. Elle savait que ces archives étaient son unique monnaie d'échange, le seul moyen d'obtenir une mort rapide plutôt qu'une agonie prolongée sur le bûcher. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures. À chaque refus de Marie de révéler l'emplacement de ses documents, la torture s'intensifiait. Les brodequins furent remplacés par l'estrapade, puis par la question de l'eau, qui consistait à faire ingurgiter de force plusieurs litres d'eau à la victime jusqu'à ce que ses organes internes soient sur le point d'éclater. Mais ce qui brisa finalement Marie, ce ne fut pas la douleur physique. Ce fut l'annonce que Catherine Monvoisin, sa plus fidèle complice, avait été arrêtée avec ses 2 jeunes filles et qu'elles seraient toutes brûlées vives si Marie ne coopérait pas. « Vous pouvez encore sauver ces innocentes », murmura le père Lacroix. « Il vous suffit de nous dire la vérité. » Marie comprit qu'elle était définitivement vaincue. Ses protecteurs l'avaient abandonnée, ses complices l'avaient trahie, et maintenant on menaçait de torturer des enfants par sa faute. Dans un sanglot déchirant, elle capitula enfin. « Mes archives, elles sont cachées sous les dalles de ma cave, dans un coffret de plomb scellé. Vous y trouverez tous les noms, toutes les dates, toutes les méthodes. » Un sourire de satisfaction éclaira le visage de ces tortionnaires. Ils tenaient enfin la clé qui leur permettrait de démanteler le plus vaste réseau criminel que la France ait jamais connu. Les révélations de Marie dépassèrent toutes leurs espérances. Ces archives, méticuleusement tenues depuis 15 ans, contenaient les détails de plus de 400 empoisonnements, avec les noms des victimes, ceux des commanditaires et les méthodes utilisées. Certaines pages mentionnaient des ducs et pairs de France, des cardinaux, des ambassadeurs étrangers et même des membres de la famille royale. Le procès qui s'ouvrit en novembre 1650 devant le Parlement de Paris fit sensation dans toute l'Europe. Pour la première fois, la justice française s'attaquait à un réseau criminel d'une ampleur internationale, impliquant les plus hautes sphères de la société. Marie comparut enchaînée devant ses juges, le visage émacié par les tortures, mais conservant encore cette beauté tragique qui avait séduit tant d'hommes.
Elle était accusée de crimes d'empoisonnement, sorcellerie, lèse-majesté divine et humaine, et intelligence avec les ennemis du royaume. L'acte d'accusation, lu par le procureur général, stupéfia l'assistance. 412 empoisonnements avérés, 53 messes noires célébrées, corruption de magistrats, fabrication de faux documents et complot contre la sûreté de l'État. Messieurs les juges, déclara Marie lors de sa dernière plaidoirie, je ne nierai pas mes crimes. Mais je vous demande de comprendre les raisons qui m'y ont poussé. J'ai vécu dans un monde où les femmes n'avaient d'autre choix que de subir ou de mourir. J'ai offert une troisième voie, celle de la révolte. Cette défense inattendue, mêlant aveu et justification philosophique, troubla profondément l'auditoire. Pour la première fois, une femme osait revendiquer publiquement le droit de tuer pour sa liberté. Mais les juges du Parlement n'étaient pas là pour philosopher. Le 15 décembre 1650, ils rendirent leur verdict. Marie Fournier était condamnée à être brûlée vive en place de Grève, après avoir été préalablement soumise à la question extraordinaire pour révéler ses derniers secrets. Cette sentence d'une sévérité extrême témoignait de la volonté royale de faire un exemple terrifiant pour décourager tout réseau similaire. Le 22 décembre 1650, par un matin glacial où la Seine charriait des blocs de glace, Marie Fournier fut conduite au lieu de son supplice. La place de Grève grouillait d'une foule immense, venue assister à l'exécution de celle que les chroniqueurs surnommaient déjà l'empoisonneuse du diable. Elle gravit l'échafaud avec une dignité qui força le respect de ses bourreaux. Vêtue d'une simple robe de bure, pieds nus malgré le froid, elle refusa les derniers sacrements et adressa quelques mots à la foule. Peuple de Paris, je meurs pour avoir voulu libérer mes sœurs de leurs chaînes. Que ma mort serve d'exemple, les femmes de France ne sont plus des esclaves. Ces paroles provocatrices déclenchèrent des remous dans l'assistance. Certains criaient des injures, d'autres semblaient troublés par cette revendication inouïe. Lorsque les flammes s'élevèrent autour de son corps, Marie Fournier ne poussa aucun cri. Elle mourut comme elle avait vécu, dans la révolte et le défi. Mais sa mort ne marqua pas la fin de l'affaire. Les révélations contenues dans ses archives déclenchèrent une purge sans précédent dans l'aristocratie française. Plus de 60 personnalités furent arrêtées et certaines périrent sur l'échafaud. L'affaire des poisons, comme l'histoire la retiendra, ébranla durablement la monarchie française et contribua à renforcer l'autorité absolue de Louis XIV. Catherine Monvoisin et ses filles furent finalement épargnées en échange de leur coopération complète avec la justice. Guibourg, malgré sa trahison, fut pendu pour ses crimes de sorcellerie. Quant aux nombreuses clientes de Marie, celles qui n'avaient pas fui à l'étranger furent pour la plupart enfermées à vie dans des couvents-prisons. L'hôtel particulier de la rue des Rosiers fut rasé sur ordre royal et l'emplacement maudit. Pendant des décennies, les Parisiens évitèrent de passer par cette rue, persuadés qu'elle était hantée par l'esprit vengeur de Marie Fournier. Ainsi s'acheva l'histoire de celle qui avait transformé l'art de l'empoisonnement en une révolution sociale secrète. Marie Fournier était morte, mais son héritage troublant continuerait à hanter la conscience française pendant des siècles. Car elle avait osé poser une question redoutable. Dans un monde injuste, la révolte par le crime peut-elle être légitime? Cette interrogation, que ses cendres emportèrent dans le vent hivernal de Paris, résonne encore aujourd'hui dans nos consciences modernes. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.